Alors, du coup, aujourd'hui avec Célia, on est là pour vous présenter 10 engagements à prendre pour une communication responsable. Donc, on va vous présenter vraiment les 10 engagements. Célia, je crois qu'il y a un petit peu de bruit derrière toi. Je ne sais pas, je pense que c'est notre ami, peut-être. Ouais, je suis désolée, j'ai pas mes habitudes pour cause d'enfants en vacances forcées, tout ça. Et je vais essayer d'avoir un environnement plus propice, mais c'est un peu compliqué en termes de connexion. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon micro le temps que tu introduises. Ouais, ça marche, super. Alors, du coup, oui, ce que je vous disais, c'est qu'on va vraiment vous présenter 10 engagements avec à chaque fois un exemple d'une marque qui met en place cet engagement-là au quotidien pour que ce soit vraiment illustré et pratico-pratique pour vous. Alors, juste très, très rapidement, Célia, si tu peux passer les prochains slides, on va juste faire une petite introduction pour vous présenter le collectif de la collab parce que du coup, on est toutes les deux avec Célia, membres du collectif de la collab. Donc, Célia se présentera rapidement à vous. Mais du coup, pour refaire rapidement, la collab, comme j'ai déjà expliqué, c'est un collectif de freelance. On est tous indépendants au sein de la collab et il représente 72 spécialistes et passionnés par tous les métiers du marketing, communication et digital. Donc, on est présent à Toulouse, qui a été la ville d'origine, puis après à Paris, Barcelone et du coup maintenant Marseille. Voilà, donc on accompagne les entreprises au quotidien dans leurs projets marketing, communication et digital. Hop. Tu peux passer la slide, Célia, s'il te plaît. Parfait. Donc voilà, on représente 72 freelances vraiment membres. On a aussi un autre réseau un petit peu plus élargi de 530 autres freelances et répartis dans 4 villes et on représente 32 métiers différents. Donc on couvre vraiment toute la palette des métiers qu'on peut retrouver dans les secteurs du marketing, communication et digital. Voilà. Donc, comme je l'expliquais, on travaille vraiment de deux façons avec les freelances. Soit on réalise des projets en fait tous ensemble. L'idée vraiment de la collab, c'est de profiter de synergies collectives en fait, vraiment en fait s'entraider au travers de synergies, mettre nos compétences de chacun au profit des autres et mener en fait des projets à bien dans ce sens-là. Et également, on a un deuxième volet où là, vraiment, on est un petit peu le Tinder, on va dire, du freelance, si je puis dire. C'est qu'on met vraiment en relation les entreprises avec les freelances directement pour des missions un peu plus ponctuelles et un peu plus one-shot. Voilà, la collab est aussi data dockée et du coup organisme de formation en fait. Donc, on peut aussi délivrer des formations qui sont prises en charge par les budgets opérationnels. Et on est vraiment engagé dans ce milieu-là de la formation puisque pour nous, c'est très important de transférer à chacun de monter en compétence, parce que c'est aussi pour ça qu'on a décidé de travailler en collectif pour que chacun puisse monter en compétence au travers des compétences des autres. Voilà, nos valeurs, c'est la bienveillance, l'utilité, la durabilité, l'agilité, la co-création et la passion. Voilà, on est vraiment un collectif humain, un collectif qui est vraiment axé sur la transparence et vraiment la bienveillance. On est là, comme je le disais, chacun pour s'entraider tous ensemble et faire des projets, en fait, des fois qui vont être des projets un peu plus gros qu'on ne pourra peut-être pas faire seul, seul. Et on va se rallier au collectif pour pouvoir voilà, tous s'entraider dans ce sens et monter en compétences. Claire, je me permets de faire un petit rebond sur ce que tu dis parce qu'il y a une actualité sur laquelle on est assez fiers sur la collab, c'est qu'on vient d'être reconnue entreprise de l'ESS, donc de l'économie sociale et solidaire, au titre de l'entraide qu'on crée entre entrepreneurs indépendants et dans un esprit de solidarité. Et c'est une belle victoire pour nous parce que au moment où on a du coup demandé cet agrément de l'économie sociale et solidaire, on nous a opposé que finalement, les freelances et les indépendants n'étaient pas considérés comme des publics en situation d'exclusion, de précarité, etc. Et nous, on trouvait quand même que c'était des publics des personnes qui peuvent souffrir de solitude, qui sont dans un écosystème qui est compliqué, qui est en cours de se former. On sait que quand même, le gouvernement aussi travaille aussi sur de nombreuses problématiques pour les indépendants et qu'il y a des progrès à faire. Je pense qu'il y a Inde qui va sûrement parler après et qui porte très bien ces messages-là. Et du coup, on nous disait, mais non, les indépendants, vous n'allez pas être reconnus comme un public cible en fait de cette ESS. Et en fait, si, finalement, il a été reconnu que d'organiser de la solidarité entre indépendants, c'était vraiment une action qui rentrait dans cette économie sociale et solidaire. Et on est super fiers de ça et ça laisse présager un bel avenir pour les freelances et on est ravis de ce combat-là en tout cas. Ouais, mais merci Célia pour d'avoir rajouté ça. En effet, c'est super intéressant.
Et ça rebondit bien avec nos valeurs et pourquoi le collectif a été créé tout simplement en 2015, parce que la collab a été créée en 2015 par du coup Laura et Céline. Bon, voilà, je vous passe très rapidement les détails sur le collectif parce qu'on pourra en rediscuter dans l'espace réseautage. Et puis, c'est pas l'enjeu, mais voilà, on est aussi structuré par chefs de projet qui sont, enfin, on appelle ça meneurs de projet, pardon, parce qu'on n'aime pas l'étiquette de chef, parce qu'on est les chefs de personnes. Et aussi, voilà, on travaille avec tout type d'entreprise, que ce soit vraiment des startups aux grands groupes. Voilà, on n'a pas de typologie d'entreprise type et de secteur type. On est vraiment là pour répondre à tous les besoins en créant une équipe de projet sur mesure. Mais bon, voilà. Maintenant, rentrons dans le détail un petit peu de pourquoi vous êtes là et pourquoi on a créé cette présentation. C'est vraiment pour vous présenter les 10 engagements pour une communication responsable. Donc, qu'est-ce que c'est une communication responsable? Chacun peut avoir sa propre définition. Il n'y a pas de définition à proprement parler. Mais en fait, c'est quoi? C'est l'idée de se dire qu'on veut porter des messages clairs, des messages transparents, des messages responsables en conformité avec la déontologie de chaque profession. En fait, c'est se poser vraiment la question de la pertinence de chaque message, de comment ils sont abordés, comment ils sont traités, comment ils sont portés, et de se dire qu'on veut vraiment apporter une nouvelle tonalité, un nouveau visage à la communication. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand on est apparu avec Internet, etc., on pouvait se dire que finalement, le numérique allait avoir un impact un peu moins fort sur la planète que du papier, par exemple. On se disait que communiquer via les réseaux sociaux, que imprimer des feuilles, c'était moins impactant pour la planète. Et du coup, les personnes se disaient que généralement, ça allait avoir un impact moins fort. On peut le voir, par exemple, dans l'infographie que vous ne voyez pas très bien, je m'en excuse, mais on voit que 73% des Français, à l'heure actuelle, ils n'ont pas connaissance de la notion d'écologie digitale. Donc voilà, c'est vraiment pour se dire qu'en fait, la notion à l'heure actuelle de pollution numérique, elle existe vraiment. Plus on a du recul, plus on se rend compte que le numérique et la communication au sens large du thème polluent énormément. Et ce, de plus en plus, on voit que le numérique représente actuellement 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, soit 1,5 fois plus que le trafic aérien. Donc c'est quand même énorme, le transport aérien, pardon. Donc c'est quand même énorme. Et cela pour vous dire que du coup, aborder vraiment la notion de prise de conscience et il faut vraiment changer tout ça. Donc justement, et du coup, pour rebondir, pardon Claire, on a choisi ce sujet parce que à la fois, tous les freelances dans leur activité communiquent, normalement, vous êtes une entreprise, donc vous avez besoin de communiquer pour faire connaître votre activité, trouver vos clients idéaux, etc. Donc, ces 10 engagements qu'on vous propose, c'est des engagements que vous pouvez prendre à titre individuel pour votre communauté en tant que freelance. Et c'est aussi des engagements, je sais aussi que dans le milieu du freelancing, il y a pas mal de personnes qui sont des communicants, qui travaillent dans le milieu du marketing et de la communication digitale. Et à nous tous, à nous de sensibiliser nos clients à prendre ces engagements à nos côtés, puisque quand même, il y a, on le sait, une urgence sur la question. Exactement. Et c'est vrai que cette prise de conscience, du coup, de l'impact que peut avoir la communication, elle a été éveillée, elle a été mise en place par les consommateurs. Si tu peux passer à la slide suivante, Célia. Parce que justement, on voit que les consommateurs, à 90% d'entre eux, selon une étude qui a été menée, attendent des marques qu'elles prennent des engagements dans une démarche de mieux consommer. Donc, en fait, ces chiffres et ces pourcentages ici sont vraiment là pour vous montrer que les consommateurs, ils ont une intransigeance et des exigences assez importantes auprès des marques, à tel point que même la perception qu'ils vont avoir d'une marque va dépendre énormément de la capacité de l'entreprise ou du freelance, donc ici vous, à intégrer la responsabilité, la RSE, au sein de leur culture d'entreprise et au sein de leur stratégie globale. Après, pour moi, et ça n'engage que moi, mais je pense que ça, peut-être beaucoup sont d'accord avec moi, en fait, pour que tout ça change, pour que les choses bougent, il faut que tout le monde bouge en même temps. C'est bien que les consommateurs ils aient des attentes envers les marques et des exigences, mais pour moi, il faut aussi que les consommateurs, en tant que particuliers, en tant que consommateurs, ils effectuent aussi ces changements et qu'ils aient un impact dans leur monde particulier à eux. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'ils bousculent leur mode de consommation, qu'ils soient irréprochables dans leur démarche s'ils veulent attendre que les marques le sont également. Et du coup, ça va de pair avec le premier engagement que je vais vous présenter, qui est le fait vraiment d'aligner l'état d'esprit et les messages. Brice en a un petit peu parlé, le côté greenwashing, lors de sa session juste avant. Mais en fait, l'idée de se dire, c'est quoi? On ne veut pas communiquer responsable parce que c'est la tendance, parce que c'est la mode, parce que c'est bien vu sur le papier et que c'est toujours plus sympa de dire qu'on est engagé pour la planète. Non.
L'idée, c'est de se dire quoi? C'est de se dire que à titre personnel, avant même d'essayer de communiquer de manière responsable, il faut que vous soyez convaincu et que vous voulez avoir un vrai impact. Il faut que vous soyez convaincu d'avoir envie de changer les choses, de faire bouger. Il faut que vous, personnellement, vous soyez engagé et que vous meniez des actions, même de penser à faire délivrer des messages. Pourquoi? Parce que les messages, déjà, ils découleront automatiquement des actions que vous allez mener. Et bien évidemment, il va y avoir du coup beaucoup plus de pertinence dans les messages qui seront délivrés. Il faut écouter ce qui se passe autour de vous, écouter la planète, écouter ses besoins et puis agir. Et enfin, la dernière étape, c'est parler. Voilà. La communication responsable, c'est vraiment revenir à une communication en fait acceptable, qui fasse preuve d'humilité, sortir un petit peu du schéma classique, du schéma habituel et se poser la question de la pertinence à chaque fois, la pertinence de vos messages et comment ils sont délivrés. Je crois que tu allais dans une slide un peu supérieure, Célia. J'étais toujours à la slide précédente. Pour redonner un exemple concret, on peut citer l'exemple de la marque Umai. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque de cosmétiques bio et naturels et respectueux de l'environnement en tout genre qui se dit marque à impact et qui est une marque à impact. Pourquoi? Notamment parce que c'est une marque qui agit avant de parler. Ils ont fait par exemple l'année dernière la fameuse route de l'océan des Pays Basques jusqu'à la Normandie pour ramasser les déchets sur les plages et aussi pour porter le message de la préservation de l'océan. Ils écoutent connaître la fameuse route des océans et cette marque à impact. Et le deuxième engagement, bien évidemment, c'est que si on veut aligner et apporter des messages éco-responsables, il faut les porter sur des supports éco-conçus. Ça ne sert à rien de porter des messages éco-responsables sur des supports qui ne le sont pas parce que votre message, il aura plutôt l'effet inverse, en fait, finalement. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'il faut vraiment choisir des supports éco-conçus, des supports respectueux de l'environnement et de la planète, que ce soit en termes de matières premières, en termes de fabrication aussi, en termes de distribution du support et en termes d'usage et de recyclage de ce support-là. Voilà, ça peut être quelque chose, un support qui est soit éco-conçu pour la matière première, soit comment il est distribué, etc. Mais il faut prendre vraiment en compte la globalité de tous ces aspects. Alors, je suis consciente que des fois, on peut se dire, oui, mais un support éco-conçu, ça coûte beaucoup plus cher qu'un support classique. Je suis d'accord avec vous, mais l'aspect, c'est de se dire quoi? C'est de se dire, en fait, il faut réfléchir au projet dans sa globalité, le voir en mode big picture et identifier un petit peu toutes les étapes du projet sur lesquelles on peut avoir un réel impact. Et plus vous allez l'anticiper en avance, plus vous pourrez en fait l'inclure dans vos budgets, dans vos prévisionnels et du coup aller jusqu'au bout du projet et être impactant jusqu'au bout des messages et des supports éco-conçus. Donc nous, par exemple, à la collab l'année dernière, pour la carte de vœux de Noël, on a décidé de choisir un support de carte de vœux un support papier qui est créé à base de graines. Et en fait, on peut replanter le papier dans un pot pour en faire une fleur. Et du coup, au lieu d'avoir un papier single use, donc qu'on utilise une seule fois, là, on va pouvoir le planter. Donc du coup, il va avoir une nouvelle vie et il va créer une plante. Voilà, c'était un petit peu pour vous donner un petit exemple classique, enfin pas classique, mais un exemple qu'on a mis à la collab l'année dernière. Et enfin, troisième engagement, Virginie en a un petit peu parlé tout à l'heure lors de sa session, c'est le fait de collaborer avec des prestataires et des partenaires engagés. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous là qui avaient mis aussi des exemples, qui essayaient de choisir des clients, choisir des partenaires engagés également. Voilà, mais bien évidemment, l'idée de se dire quoi, c'est que si nous, on veut être engagés, il faut qu'on fasse aussi confiance à des partenaires engagés, des partenaires, des prestataires qui ont les mêmes valeurs, les mêmes croyances que vous et avec qui, du coup, vous allez pouvoir vraiment vous allier et avoir une force de des messages qui seront du coup beaucoup plus impactants. Voilà. Encore une fois, c'est la question de la pertinence en fait et la question de la cohérence. L'idée aussi de se dire, c'est que si on veut avoir une communication responsable, c'est aussi entretenir des relations justes, des relations durables et responsables avec ses partenaires. En fait, on veut vraiment revenir aux relations essentielles, fondamentales, la qualité prime à la quantité et se dire pourquoi je souhaite collaborer avec cette personne, est-ce que c'est pertinent pour moi et vraiment faire un choix hyper détaillé de ses prestataires, partenaires et de son réseau au sens un peu plus large du terme. Donc, pour vous redonner un exemple concret, désolé, on donne pas mal d'exemples de la collab, mais c'est parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, mais Célia va vous parler de plein d'autres exemples. Nous, on a établi une charte de collaboration qu'on envoie à tous les freelances et à tous les clients, parce que nous, on met tout le monde dans le même bateau, de tous les engagements et de toutes nos valeurs qu'on veut mettre et retranscrire au sein de nos projets. C'est super important pour nous parce que déjà, comme ça nous permet d'avoir une communication super transparente et de faire en sorte, en fait,
que les freelances et les clients qui s'engagent auprès de projets avec nous, ils respectent ces engagements. Et comme ça nous permet de partir sur une base saine qui est vraiment la clé pour toutes les collaborations réussies. Parce que vous pouvez être hyper expert dans votre domaine, hyper qualifié. Si vous n'avez pas une base de relations saines, finalement, la collaboration ne sera pas réussie et personne n'en sera content et personne ne sera pas épanoui. Ce qui n'est pas on n'a pas envie de donner cette image-là, en tout cas. Voilà, je te laisse la parole, Célia, pour la suite des engagements. Tout à fait. Donc, du coup, d'autres idées d'engagement qu'on peut prendre pour basculer sur de la com responsable. Celui-là, il est aussi assez connu, mais parfois difficile à appliquer. C'est d'éviter d'entretenir les stéréotypes sociétaux dans ces messages et puis montrer un petit peu la diversité du monde et de la société. Donc, je vous ai mis des exemples, hein, les minces et les gros, les chauves et les chevelus, les différentes origines, les personnes en situation les dents droites, les dents moins droites, etc., etc. C'est cette idée de sortir de la représentation de l'homme blanc successful et de la femme blanche et blonde et mince qui sont vraiment très souvent véhiculés dans les messages de communication et se dire que nous, on contribue à une représentation de la société plus réelle qui n'est pas clivante. Et en fait, bien sûr, on est tous conscients de ça, que ce qu'on voit, c'est pas toujours la réalité, etc. Et pourtant, des fois, on se retrouve un peu démunis quand on veut montrer d'autres choses, ne serait-ce que par les outils qui sont à la disposition des communes. Et là, j'ai choisi en exemple, et pour donner du concret, de vous parler des banques d'images. Et c'est vrai que si vous tapez, je sais pas, vous travaillez sur un projet en B2B, si vous êtes freelance, vous adressez sûrement à des sociétés, ou si vous êtes communicant et que vous travaillez pour des gens qui s'adressent en B2B et que vous cherchez à montrer des environnements de travail, des gens au travail, etc., vous allez très souvent avoir de la réunion de bureau avec des gens blancs en réunion qui ont la trentaine, la quarantaine, qui sont tous habillés pareil, etc. Et on est un peu coincé parfois pour arriver à être impactant. Et donc, du coup, je vous montre cette banque d'images. Il y en a d'autres, hein, mais c'est un exemple parmi d'autres. Je vous laisserai rechercher plus en détail si ça vous intéresse. Plain Picture qui permet de trier justement et d'avoir un tri un peu plus sélectif. Et une fois qu'on y pense, finalement, on peut se donner les moyens d'eux. Donc, on peut varier les âges, hein, pas montrer toujours des jeunes. En fait, il y a un culte aussi du jeunisme qui est problématique hein, quand on veut être responsable. Donc, montrer les deux sexes, montrer tous les âges, montrer toutes les ethnicités. Et cette banque d'images vous permet de trier notamment en fonction de ces critères-là. Donc, je trouve ça assez intéressant de vous en parler. Il y a plein d'autres outils. Hein. L'engagement, c'est d'avoir ça en tête et après de se donner les moyens de l'appliquer. Donc, d'arrêter de représenter une seule société, celle de la pub, et vraiment essayer d'aller plus dans la réalité et l'authenticité de ce qui se passe dans la vraie vie, quoi. Ça, c'était le 4e engagement. Pour le 5e, ce qu'on voulait vous dire, c'est de prendre en compte l'accessibilité de l'ensemble des publics. Donc, dans accessibilité, on entend les personnes en situation de handicap. Hein. Pour le web, on pense souvent aux malvoyants, aux sourds. On a aussi dans l'accessibilité la notion des personnes un peu plus âgées qui voient moins bien, qui ont moins l'habitude du web, etc. C'est vraiment l'accessibilité au sens large, faire en sorte que nos communications elles soient pas excluantes d'un certain type de population. Et vous avez pour ça des référentiels nationaux qui sont d'ailleurs une obligation légale pour notamment les communicants publics, hein, les institutions publiques qui communiquent. Et on peut commencer tous ensemble plus privé à quand même s'aligner à ces référentiels-là. Je vous ai mis quelques exemples, c'est vraiment non exhaustif, mais notamment le sous-titrage des vidéos, les normes d'accessibilité des sites internet. Je vous ai mis un exemple aussi avec un site d'une freelance là, qui est consultante en RSE et qui, elle, a mis son site aux normes d'accessibilité. Vidéo doit tourner, vous dites. Voilà, la possibilité de passer en mode contrasté sur son site, par exemple, qui fait partie de ces normes-là. Ou encore la possibilité de zoomer le contenu pour les personnes qui sont peut-être moins bienvoyants et pour lesquels les textes sont trop petits pour être lus. Voilà, c'est un exemple parmi ces normes. Elles sont plus développées. On pourrait en faire une conférence entière, donc on n'a pas le temps. Mais voilà, en tout cas, c'est un des engagements à prendre de penser à cette accessibilité pour tous les types de publics. Et donc, varier les et sortir un peu de son œil à soi pour prendre en compte la façon dont les autres vont voir nos contenus et nos créations de communicants.
Ensuite, toujours dans ces engagements qu'il faut prendre, le 6 et le 7, ils vont un petit peu de pair. L'idée, c'est peut-être aussi de maîtriser sa communication et d'arrêter de communiquer tous azimuts. C'est à la fois pour réduire la pollution numérique et à la fois pour être respectueux des destinataires de nos communications, être moins intrusif, etc. C'est ça aussi, être responsable. Pour maîtriser ces communications, on va limiter les sollicitations qui seraient trop nombreuses et surtout celles qui sont trop inadaptées. Le message qu'on envoie en mass marketing, les yeux fermés, à un prospect, un client, quelqu'un dans une base de données ou dans une publicité qui est non qualifiée, en fait, ça ne sert à rien. Déjà, ça n'aura pas de retombées et surtout, ça pollue pour rien, etc. Donc, c'est vraiment retourner à de la communication maîtrisée, la segmentation est la clé. Avoir une très bonne connaissance de son public, de son prospect, de son consommateur et segmenter. Donc, le bon message à la bonne personne et pas d'intrusion, pas de mass marketing. Je vous donne un exemple là de Petit Bateau qui collecte quand même pas mal d'informations sur ses clients pour essayer d'adapter vraiment ses messages avec des messages qui donnent de la valeur. Donc, Petit Bateau qui s'adresse plutôt à des parents. Et donc là, on voit un message personnalisé qui donne de la valeur sur, par exemple, les matériaux qu'on peut inclure dans les vêtements, quelles sont les bonnes matières, et une sélection produit qui est adaptée à l'âge de l'enfant. Et on n'en voit pas, voilà, c'est hyper adapté au destinataire. Et donc, ça devient pertinent et ça devient important. Alors qu'un message sur les soldes chez Petit Bateau, inadapté tous azimuts, ça devient inintéressant et polluant sans propos. Donc voilà, pensez à connaître sa cible et à lui envoyer des diffusions maîtrisées. Je pense que c'est un des engagements quand même forts qu'il faut prendre. Et je vous disais qu'il va de pair avec le suivant, puisqu'on a cette grosse thématique, quand on est en communication responsable, de la question de la protection des données personnelles. Ça serait notre 7e engagement à la collab. Et du coup, être respectueux des données personnelles des utilisateurs, de ses internautes, de sa cible, etc. Une obligation légale depuis le RGPD 2018, mais surtout, c'est une démarche éthique et responsable. On l'appelle souvent le marketing, ou en français le marketing choisi. C'est l'idée de rendre la cible acteur, actrice de ses communications et des communications qu'elle souhaite recevoir et de lui donner le choix. Donc, une fois de plus, comme l'engagement 6, on sort du mass marketing et des messages tous azimuts pour donner le choix, ne pas être intrusif et s'adapter à son audience. Voilà, donc je vous invite tous à aimer le RGPD qui nous impose beaucoup de contraintes, mais c'est pour du mieux. Célia, juste, je te dis, il faut terminer dans les 2 petites prochaines minutes parce qu'il y a In qui est arrivé et qui doit enchaîner avec son interview. Ça marche. Je vous présente du coup les suivants. L'idée aussi pour être responsable, c'est vraiment de prendre une longueur d'avance et d'être proactif dans des messages qui peuvent faire évoluer la société. Donc, casser les codes pour diffuser votre message d'un monde meilleur. Je vous donne l'exemple de Nana qui pourrait se contenter de parler de la protection hygiénique pour les femmes, de parler du bien-être des femmes, mais ils vont beaucoup plus loin et je trouve que c'est une marque qui est assez engagée puisqu'elle va prendre la parole sur des tabous qui concernent les menstruations féminines, etc. Même, il y a une pub assez connue sur la vulve, qu'on ne voit jamais, etc. Et je trouve que, voilà, de ne pas se contenter de parler de son produit, son service, mais d'aller, comme disait Virginia, une fois de plus, sur son why et même de dépasser son why pour se dire, moi, je suis légitime pour faire évoluer les mentalités, faire évoluer les conceptions, etc. C'est vraiment des belles preuves d'engagement et de responsabilité. Donc, voilà, essayez de porter vos convictions jusqu'au bout et vos messages et de prendre cette longueur d'avance. Je pense que c'est une responsabilité, en fait, que de faire évoluer la société et les mentalités. On enchaîne. Hop. Ensuite, le avant-dernier, c'est de suivre ces engagements. Donc, c'est un petit peu ce que disait aussi
Brice, tout à l'heure, c'est l'idée de ne pas faire tout ça en l'air, mais justement de suivre en termes d'indicateurs ce que ça peut donner. Évidemment, il y a cette notion de reporting et d'analyse dans la communication responsable. Donc, choisir les bons indicateurs, les suivre et axer toujours sur cette cohérence de la démarche qui ne pourrait pas l'être si elle n'est pas suivie. Donc, voilà, le petit engagement sur les indicateurs et sur le suivi de ces engagements et de ces actions, c'est hyper important quand même en com responsable. Et enfin, pour finir, notre dernier engagement, c'était plutôt un débat. Il y a ce débat-là d'arrêter de communiquer avec l'exemple de Veja, par exemple, qui fait ce choix d'arrêter la pub et de se concentrer sur le réel, la cohérence de ses messages et de ses actions plutôt que d'investir des budgets en pub qui vont finalement surcharger en termes de coûts et de pollution son activité de base, qui est la production de baskets. C'est un vrai débat, donc arrêtez de communiquer. Oui et non, j'ouvre le débat. Franchement, il n'est pas tranché et je pense que ce serait impossible de le trancher. Mais voilà, on a à la fois en tant que communicant, on a une espèce de super pouvoir quand même pour faire changer les choses. Mais voilà, comme tous les super pouvoirs, vous connaissez les histoires de super-héros, souvent ces super pouvoirs ont un revers de la médaille. Donc à chacun de voir comment on souhaite utiliser ce pouvoir-là et en fonction de ses convictions et de ses engagements surtout. Voilà un petit peu, c'était le dernier de ces engagements. Et voilà, on vous a donné un petit peu d'items de réflexion, peut-être pour vous lancer dans la communication responsable. Vous l'avez vu, avec ces 10 thèmes, c'est un sujet qui est quand même hyper large, qui couvre plein de champs de la communication, des messages au support, et qui donne vraiment à réfléchir quand on a une vision globale à ce point. Et j'espère qu'on vous a donné l'envie de vous lancer et d'attaquer le sujet bien en profondeur. Et si vous avez des engagements, vous, que vous teniez à l'heure actuelle ou que vous avez envie de tenir plus tard et qu'on n'a pas cité, n'hésitez pas aussi à nous les préciser là dans le chat de la session. Nous, on est hyper ouvertes et hyper curieuses de découvrir aussi si on a peut-être raté quelques engagements et justement pouvoir partager tout ça avec vous. Ben oui, Brice, merci de rappeler que la com responsable, c'est pas juste supprimer ses mails. Oui, c'est sûr. C'est pas juste supprimer ses mails, c'est pas juste ne pas envoyer des pièces jointes, c'est pas juste arrêter d'avoir 3 millions d'onglets ouverts toute la journée. C'est bien plus que ça. Et moi, je pense que c'est surtout, comme on disait, le premier engagement qui est le fait d'en être convaincu et intimement convaincu personnellement et de vouloir faire bouger les choses avant même de vouloir se lancer dans la communication responsable, juste parce que ça fait bien sur le papier. Mais ça, je pense que tu en as déjà beaucoup parlé, Brice, lors du premier atelier des Indés Marseille. Donc, si vous voulez rester échanger un petit peu plus avec nous, avec Célia, on reste là dans les 10 prochaines minutes. Sinon, vous avez l'interview de Inde, du coup la CEO de WeMind, qui va vraiment vous parler de la protection sociale des indépendants, la mutuelle, etc. Qui, du coup, dans la prochaine session. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la prochaine session si vous en avez envie. Pour les autres, on peut rester ici, discuter, il n'y a pas de problème. Et puis, merci en tout cas pour votre écoute. Et on reste connecté sur les Indés Marseille. Un vrai débat avec la... En fait, est-ce que notre métier est irresponsable? Est-ce que parce qu'on est communicant, responsable? Qu'on peut nous dire? Non, c'était plutôt ce qu'on en faisait qui est responsable. Une question. Ouais, sur le papier ensemencé. Alors, la marque de l'entreprise, ouais, je pourrais vous le communiquer, Patrick, peut-être intérieurement, il faut que je recherche, parce qu'en fait, c'est pas moi qui m'en suis occupée. Célia, tu as une idée de qui nous a fait la marque? C'est pas Growing Papers ou quelque chose comme ça? Du prestataire dont je... Ouais. Alex, peut-être que Alex, il est parmi nous et il peut nous répondre. Mais je pense que Alex, qui s'occupait de ce sujet, doit être dans il est un freelance docteur. Il aura... Ouais. C'est qu'il y a quand même plusieurs... On en avait comparé, donc ça peut se trouver, mais j'ai plus le nom en tête, donc sorry. Ouais. Ouais, on est allé un peu vite. Alexia, il y avait pas mal de matière.
Ouais, ouais, c'est vrai qu'on est tenu par un timing hyper pressé parce qu'on ne veut pas que ça dure trop longtemps aussi pour vous. Donc, on doit tout enchaîner rapidement, mais pas de souci. Et on s'est attaqué à un vaste sujet. Mais oui, je pense que les slides, elles peuvent être revisionnées. Le replay aussi de la session. Oui, oui, en fait, les replays seront par playlist qui seront sur la chaîne YouTube des Indés Marseille. Ouais, bah, du coup, Nadia et mes Green Paper aussi, nous, on connaît, on l'utilise bien. Patrick, c'est bon, je récupère votre. Je vous enverrai le lien avec l'info du prestataire qu'on a utilisé. Parce que je vous avoue qu'on a utilisé, enfin, on avait checké pas mal. Donc, du coup, je ne saurais plus vous dire le nom. Mais si vous restez avec nous, Patrick, jusqu'à la session des freelance docteurs d'Alexandre Lapré à 13h, vous pourrez lui poser la question en direct. Et moi, je suis curieuse, du coup, parmi ceux qui sont restés discuter un peu, est-ce que vous êtes communicant de métier et le sujet vous intéresse pour porter ce sujet-là dans votre métier, auprès de vos clients, etc. Ou est-ce que sinon, c'est pour l'appliquer à votre communication? Je ne sais pas. Voilà, on peut faire les deux, bien sûr. Mais je suis curieuse de savoir quels sont un peu vos profils, s'il y en a qui veulent partager sur ça. Et Soit par chat, soit en prenant la parole. Ah, Patrick, comment on peut faire pour... Je vois. Ah, attends. Patrick, essaye de me donner la Patrick. J'essaye. Ah non. Là, c'est bon, non, peut-être? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Ah oui, il arrive. Voilà, yes. Super, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Oui, c'est juste pour témoigner, parce qu'effectivement, moi j'ai créé ma société en janvier dernier, donc je distribue du café éco-responsable et équitable, une marque qui s'est créée il y a 1 an et qui est à l'origine du projet de l'entreprise. C'est épaulé d'une société de conseil en éco-conception, donc qui s'appelle ThinkPlus. Et donc moi j'ai rejoint cette aventure en tant qu'indépendant sur Aix-Marseille. Et ce que j'ai voulu surtout faire, c'est appliquer les mêmes règles de conception que l'ITA a appliquées à mon entreprise. Donc, ça passe par beaucoup de petites choses au quotidien, mais surtout en termes de communication, je ne suis pas du tout à l'aise avec des grands principes. Et donc, ce que j'ai décidé, en fait, c'est de choisir, avant de commencer l'entreprise, avant de commencer à vendre le premier kilo de café, c'est de choisir des projets éco-responsables locaux, donc ça va se passer en Provence, avec une association déjà existante. On signe une convention et fixer déjà un budget qui va être très raisonnable, puisque c'est entre 1 000 et 2 000 euros, avec des actions qui sont déjà listées, et de pouvoir de vendre le café en vendant aussi cette action-là. Et donc le 1% va pas être un 1% en disant à la fin de l'année je reverse 1%, mais on ne sait pas où, on ne sait pas à qui, on ne sait pas comment, mais plutôt de le prendre à l'inverse, c'est-à-dire communiquer en disant premier rendez-vous avec le client, c'est en achetant du café, vous allez contribuer à atteindre l'objectif de financement de ce projet-là, qui va être investir dans du matériel pour la biodiversité sur l'île à tel endroit, voilà. Donc l'idée, c'est de partir et de vendre, pas vendre mon produit, mais vendre un produit avec un projet d'éco-responsabilité. Et je pense que ça peut, sans rentrer dans des communications institutionnelles avec 1% pour la planète, etc., même si c'est des très bonnes associations, chacun à son niveau, on peut le faire de manière très concrète. Et du coup communiquer par le biais de nos rendez-vous en clientèle. Voilà, c'était un témoignage. Ouais, tout à fait. Tout à fait, hyper intéressant. C'est même, moi je dirais même que c'est au-delà de la communication, c'est votre marketing, un produit même qui est associé à prendre un café. C'est aussi, on peut le faire en réalisant quelque chose de bien, en s'engageant, etc. Et c'est ça que vous proposez finalement à votre clientèle. Et c'est super. Je pense que ça peut faire beaucoup écho. Et c'est vrai que là pour moi, ça en est même au-delà. C'est quand Claire parlait de s'aligner en termes de produits, d'engagement et dans ces messages. On est vraiment dans cet alignement-là, donc super. No greenwashing. Voilà, c'est ça. Il y a tellement de... on est tellement perdu dans parce que tout le monde aujourd'hui communique pas le greenwashing, communique sur les actions écologiques.
On sait tous qu'il y a certaines entreprises, des très grandes notamment, qu'on ne va pas citer, mais qui vont faire la promotion de l'écologie, mais qui de l'autre côté produisent des tonnes et des tonnes de déchets en aluminium. Donc tout ça, il y a des incohérences et donc c'est très difficile de bien choisir les associations à qui contribuer. Mm. Donc la première des choses à faire, c'est d'abord à notre niveau, qui est très local, donc on est tout petit, de le faire. Et quelque part, ça va peut-être donner l'envie aux autres autour de nous d'avoir ce genre d'action et puis cumuler les uns les autres. On va pouvoir, comme vous disiez tout à l'heure, agir sans forcément avoir une montagne en face de soi et se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi. Mais je me permettrais aussi quand même d'ajouter que c'est pas parce que vous avez conçu votre produit comme ça que vous êtes un communicant responsable et que c'est quand même la responsabilité que vous avez en tant que diffuseur de messages, de pas représenter que des hommes blancs quarantenaires en train de boire du café, mais le café, ça peut être un moment de mixité, de convivialité, de pas envoyer vos communications tous azimuts parce que ça crée de la pollution numérique, mais de bien connaître votre cible, la segmenter, etc. Enfin voilà, et je reviens du coup à nos engagements qui sont vraiment purement communicants et que voilà, il faut quand même aussi, je pense, intégrer dans sa logique. Vous faites peut-être déjà. Je vais participer je vais suivre avec attention la session sur les bonnes pratiques en termes de digital, parce que effectivement, que je fais beaucoup de choses qui sont pas du tout éco-responsables en termes de digital, notamment les mails, etc. Donc ça m'intéresse. Et je pense que c'est des petits cailloux qu'on rajoute à chaque fois sur son chemin. Et tout à fait. Voilà, il Oui. ne faut pas essayer de tout faire d'un coup et il faut le faire petit à petit. Et puis voilà, c'est suivre les bons exemples. C'est ça, exactement. Et justement, si vous êtes, je me permets juste de vous présenter un site là que j'ai mis dans le chat, Patrick, Zayworld. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, via ce site, vous pouvez trouver un maximum en fait de personnes qui sont engagées, de marques. Et c'est là où du coup, nous, on avait trouvé pas mal pour les cartes de vœux éco-responsables, etc. Ils parlent aussi voilà, de plein de marques de tous les secteurs. Et franchement, c'est trop top. Et ils ont un blog aussi où ils présentent beaucoup de sujets sur la partie RSE. Et du coup, ça permet vraiment de rester alerte. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Donc, si vous voulez le garder dans un coin de la tête. Et après, je l'ai ouvert. Ouais, voilà, c'est plutôt intéressant. Je pense vraiment, ça nous permet d'avoir sur un endroit, sur un support, plein d'exemples de personnes engagées avec un classement. Donc, du coup, ils classent vraiment en fonction des actions menées. Donc, normalement, c'est des vraies personnes engagées. Il y a une vraie cohérence derrière. Donc, c'est hyper intéressant de ce côté-là. Mais vous avez raison. Il n'y a pas de petites actions, comme le disait aussi Virginia au début. Elle disait personne n'est parfait, on ne peut pas non plus changer le monde comme ça. Personne ne peut le faire. C'est petit à petit et surtout tous ensemble qu'on y arrivera. Enfin, moi, je pense vraiment que toute la chaîne, elle doit bouger. Comme je le disais, c'est pas juste les entreprises ou pas juste les consommateurs. C'est tout le monde en même temps. Sinon, tout à fait. On plante que des mini-graines. Merci pour le temps de parole et puis à tout à l'heure alors pour les prochaines sessions. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres personnes qui veulent prendre la parole ou qui veulent témoigner. Je vois qu'on a encore 6, je ne sais pas si ça, parce qu'on est 8 au total, mais je pense que du coup ça nous compte. Ou sinon, on peut passer du coup aux prochaines sessions. Je pense qu'il y a encore l'interview de Inde et après il va y avoir du coup l'atelier de Thomas Burbidge. Parfait. Merci à bientôt, au plaisir. Merci Célia. Bye bye.